Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, on parle de maladie inflammatoire pelvienne. Cette maladie qui touche le col, l'utérus, les trompes de Fallope et les ovaires. C'est une infection. Donc, docteur Kouniaglo François, qui est médecin gynécologue, qui est avec nous pour nous éclairer un peu là-dessus. Donc, pour les symptômes, c'est quand vous mesdames, vous présentez, il y a des douleurs qui surviennent, des douleurs hors menstrues, bien sûr, des douleurs lors des rapports sexuels ou autres, des pertes vaginales verdâtres, jaunâtres, qui sentent pas très très bon, et une forte fièvre. Surtout, n'hésitez surtout pas à aller consulter, aller voir votre médecin pour pouvoir en parler, en discuter avec, pour qu'on puisse vous faire le diagnostic. Justement, docteur, on va parler de ça. Donc, quand ces dames arrivent, vous qui présentent ces signes-là, après il se passe quoi? Oui, merci. Une femme qui vient en consultation pour des douleurs pelviennes. D'abord, la consultation passe par deux phases. Il y a la phase clinique et la phase paraclinique. La phase clinique, c'est-à-dire il faut examiner en fonction des signes, en fonction de ce que la patiente a dit, les questions qu'on a posées, la manière dont elle a répondu. En fonction de ça, on va rechercher des choses et on va l'examiner. L'examiner, il y a l'inspection, on va regarder, on va essayer de toucher, palper, ainsi de suite, voir là où elle a vraiment mal et qu'est-ce qui peut être à l'origine de ces douleurs. Donc, il y a d'abord la clinique et la paraclinique. La paraclinique, dans le cadre d'une consultation gynéco et de douleurs pelviennes, on va faire un prélèvement vaginal. Ce prélèvement vaginal va nous permettre également de rechercher les germes responsables. On va faire une culture de ce prélèvement pour voir les germes, identifier les germes qui peuvent être responsables de cette maladie inflammatoire pelvienne. On va faire une numération blanche. Les globules blancs, en cas d'infection, peuvent être élevés. Donc, on va faire un prélèvement de sang, on va faire une numération blanche, vérifier ce taux. On va faire un dosage des protéines C réactives, et qu'on a souvent la CRP. Cette protéine est élevée également en cas d'infection. On va faire une échographie pelvienne. Et l'échographie va nous permettre de dire qu'il y a une inflammation ou pas aussi. Oui. Donc, c'est à peu près ces examens réunis qui vont nous permettre de dire il y a une maladie inflammatoire pelvienne, il y a tel germe, qui est la cause. Donc, c'est comme ça que le diagnostic se fera. Et le diagnostic se fait à l'hôpital, c'est pas à la maison. C'est pas à la maison surtout. C'est pas à la maison. Tout à l'heure, vous parlez de la gravité aussi de tout ça, mais est-ce que ça peut aussi empêcher la grossesse, d'avoir une grossesse? Oui. La maladie inflammatoire pelvienne, l'une des plus grandes conséquences, c'est l'infertilité. D'accord. Les germes, surtout, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, ce sont des germes qui vont surtout entraîner un remaniement au niveau des trompes de Fallope. Et ce remaniement, en fait, les trompes, c'est des tubes. Oui. Et il y a un trou dedans. Du coup, la femme, quand elle a les règles, à partir du deuxième jour, il y a un nombre de follicules. Quand je parle de follicules, en termes simples, je peux dire l'œuf de la femme, qui vont rentrer en activité, augmenter de taille au jour le jour, et jusqu'au 12e jour, vont atteindre la taille optimale. Et on va parler de follicules matures. D'accord. Et au 14e jour, ça se libère. Et quand il y a un rapport sexuel, les spermatozoïdes vont rencontrer ce follicule au niveau du tiers externe de la trompe, et il va y avoir fécondation. Et à partir de la fécondation, 24-48 heures après, l'œuf fécondé va migrer et va s'implanter à l'intérieur de l'utérus, au niveau de l'endomètre, ce qu'on appelle l'anidation. En cas de maladie inflammatoire pelvienne, l'œuf qui va migrer, aller dans l'utérus, est dirigé par des cils. Il y a des cils à l'intérieur des trompes, c'est-à-dire comme des poils. Comme on en a au niveau du nez et tout ça là. Il y a des poils aussi à l'intérieur qui dirigent, par leur mouvement, dirigent la migration de l'œuf. Donc, une maladie inflammatoire pelvienne peut remanier l'intérieur de la trompe. Du coup, soit une des conséquences peut entraîner une grossesse extra-utérine, c'est-à-dire les cils ne vont plus travailler de façon normale. Au lieu que l'œuf migre dans un sens, eux ils vont l'envoyer dans l'autre sens et ça va tomber, ça peut donner une grossesse extra-utérine. C'est une conséquence d'une maladie inflammatoire pelvienne.
au lieu que peut-être on ait ces modifications au niveau des cils, les trompes peuvent être bouchées. Ce remaniement peut complètement fermer les trompes. Parce que ça s'est enflé. Ça s'est enflé. Oui. Ces germes dans les trompes peuvent sécréter des choses, un liquide qui va rester là-bas. Et des fois, je sais pas, sur certains résultats, on va parler de phimosis, tout ça là. C'est des liquides qui sont sécrétés par ces germes qui sont accumulés là-bas. Et ces liquides aussi ne peuvent pas permettre le passage, la rencontre entre le follicule et le spermatozoïde. Donc, l'infertilité, la première conséquence d'une maladie inflammatoire pelvienne, c'est l'infertilité. Dans la plupart des cas, c'est l'infertilité. Une deuxième conséquence, la grossesse extra-utérine, comme je l'ai dit, on peut l'avoir. On peut avoir une adhérence pelvienne qui peut donner des douleurs chroniques à la femme. Une adhérence pelvienne. Dans tout le ventre, c'est blindé. Normalement, tout ce qu'il y a dans le petit bassin, ça bouge. L'utérus, ça bouge. Les trompes, ça bouge. Mais une maladie inflammatoire pelvienne peut entraîner un remaniement. C'est sécrétion. Les bactéries produisent du liquide. Ce qui va faire que même à l'échographie, on peut voir du liquide derrière l'utérus. Généralement, on parle du Douglas. Il peut avoir une collection dans le Douglas, fait penser à une infection génitale. Donc ces liquides-là peuvent entraîner le fait que les différents organes peuvent se colmater. Donc il y a une adhérence. Et que au moment où tu fais des mouvements et que les choses veulent chercher à bouger un peu, tu as des douleurs. Ça peut t'entraîner des douleurs pelviennes chroniques. Tout le temps, tu as des douleurs. Au moindre mouvement, tu as des douleurs. Donc, les conséquences sont vraiment désastreuses, surtout pour l'infertilité. Ça, c'est la première cause. Même la maladie inflammatoire pelvienne, j'ai dit, ça peut entraîner même une infection des autres organes qui peut même aller jusqu'à cette patiente, on doit l'opérer. Donc, il peut avoir une infection parce que c'est des intestins, de la vessie, tout ça là. Quand on va aller dans une infection des intestins, on va parler peut-être de péritonite. Péritonite, il faut opérer en urgence. Sinon, c'est le décès. Donc, ça peut aller même jusqu'au décès. C'est grave, très grave. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Il ne faut pas minimiser surtout. Oui. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres causes? Il y a d'autres causes aussi, d'autres problèmes aussi qui peuvent être causés par l'inflammation du pelvienne. Généralement, c'est l'infertilité, comme je l'ai décrit, l'infertilité, la grossesse extra-utérine. Et la plupart du temps même, certaines femmes qui minimisent ces douleurs, c'est quand elles viennent en consultation pour désir de grossesse que tu vas te rendre compte que il y a un problème. Il y avait un problème. Ou bien tu vas faire un prélèvement, tu vas retrouver ces germes et tu vas commencer par traiter. La plupart du temps, ce sont ces problèmes. Mais je dis, ça peut aller jusqu'au décès. Le décès, c'est le... Mais bien sûr, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Et le traitement, côté prise en charge et tout ça, comment ça se passe? Oui, il y a des traitements codifiés. Le traitement, c'est le médecin qui le fait. Oui. Donc, quand tu viens... en fonction du germe qu'on a vu, ou bien la gravité aussi et de la gravité, il y aura un type de traitement adapté. On a quelques questions pour vous, docteur. Madame Julienne, qui veut savoir est-ce que la maladie, la maladie inflammatoire pelvienne, est-ce que c'est les mêmes douleurs que les douleurs d'endométriose? Non. La douleur d'endométriose est plus importante. La douleur plus forte encore d'endométriose, c'est autre chose. Oui. C'est plus important. L'endométriose, c'est la présence du tissu endométrial, l'intérieur de l'utérus, en dehors de l'utérus. C'est-à-dire, le sang qui sort, normalement, quand la femme a les menstrues, ça ne sort pas le bas. Comme j'avais expliqué l'histoire des cils dans les trompes, chez certaines femmes, au lieu que ces cils empêchent le reflux de ce sang vers les trompes, parce que j'ai dit il y a une communication depuis le vagin jusqu'au niveau des trompes. Au lieu que les cils empêchent ce sang de migrer, il y a ce sang qui peut partir dans les trompes, qui peut aller même jusqu'à tomber sur les ovaires, qui peut aller même jusqu'à tomber dans l'abdomen. Et donc c'est ça qui est à l'origine de l'endométriose. Maintenant, l'endométriose, quand tu as les règles, quand tu saignes ici, il faut savoir que si c'est dans l'abdomen, tu saignes dans l'abdomen aussi. Quand c'est dans les trompes, tu saignes dans les trompes aussi. Quand c'est sur les ovaires, tu saignes sur les ovaires aussi.
Il y a même l'endométriose ombilicale. Ça peut sortir au niveau de l'ombilic et tu peux saigner là-bas aussi. Donc, la douleur, c'est le maître symptôme même de l'endométriose. Et c'est vraiment différent. Et c'est généralement dans l'endométriose, on va dire les 5D. C'est 5 types de douleurs. Dysménorrhée, douleur pelvienne chronique, dyspareunie, c'est-à-dire quand tu as les rapports, tu as mal, dyschésie, dysurie, quand tu urines, tu as mal, quand tu vas au sel, tu as mal. La totale. C'est les 5D. Donc dans l'endométriose, c'est comme ça la douleur se présente. Donc c'est pas la même chose. Madame Julienne, c'est pas du tout la même chose. J'ai aussi Madame Akouvi qui veut savoir, est-ce que la maladie inflammatoire pelvienne peut être aussi, est-ce que ça peut aller jusqu'au cancer du col? Le cancer du col, c'est un virus qui est à l'origine. Donc, la maladie inflammatoire pelvienne, j'ai dit, ce sont des bactéries qui sont à l'origine. Ok, oui. Le cancer du col, c'est un virus qu'on appelle le HPV, le Human Papillomavirus. Et le HPV, il y a des facteurs de risque qui vont entraîner le cancer du col. Donc, il y a une différence entre la maladie inflammatoire pelvienne. La maladie inflammatoire pelvienne peut être le nid, peut-être. Une inflammation du col, le virus peut se développer, mais ce n'est pas la maladie inflammatoire pelvienne qui donne le cancer. C'est un virus qui donne le cancer du col. Madame Akouvi, j'espère qu'on a répondu à votre question. Et la dernière de Monsieur Difa qui veut savoir que sa femme a des douleurs lors des rapports sexuels. Et est-ce que c'est lié aussi à une maladie inflammatoire pelvienne? Oui, c'est ça. Je disais tantôt que une douleur au cours des rapports sexuels peut faire penser à une infection génitale. Je l'ai dit, maladie inflammatoire pelvienne, c'est une infection génitale haute. Donc une douleur. Normalement, le col de la femme, tu fais peut-être un toucher, on peut mobiliser le col. La femme va mal. Mais du moment où elle a mal, c'est qu'il y a un problème. Oui. Donc, c'est la même chose. Pour ça, j'ai donné l'exemple du toucher. Quand elle a les rapports, elle a mal, c'est qu'il y a un souci. Peut-être une infection. Et généralement, ces infections, ça doit être une infection génitale haute, une maladie inflammatoire pelvienne. Donc, elle doit consulter. Moi, c'est comme ça. En urgence surtout. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Vous aussi, si vous avez des doutes, des questions, des choses à dire concernant votre corps, des choses que vous n'avez pas l'habitude d'avoir mais qui arrivent, n'hésitez surtout pas. Notre numéro est à votre disposition, le plus 228 93 91 08 20. Et puis, vous avez aussi l'intégralité de nos émissions sur notre compte YouTube. Allez sur la page de New York TV, cherchez dans la playlist Direct Santé et vous allez retrouver l'intégralité de nos émissions là-bas. Vous pouvez revoir, il n'y a aucun problème là-dessus. On est aussi disponible sur TikTok, donc n'hésitez pas, allez vous abonner, nous suivre. Et puis tous ces gens qui nous envoient des messages, on peut pas tout dire en si peu de temps, mais on essaye de faire au mieux pour aussi répondre à vos questions. Docteur, là, on a un peu parcouru un petit peu le sujet. On va parler de prévention, s'il vous plaît. Quand on veut parler de prévention, il faut d'abord savoir ce qui cause la pathologie. C'est pour ça, au début, nous avons parlé peut-être d'une mauvaise hygiène, et des germes, des infections. Et j'ai parlé de 2 types d'infections. Il y a des germes anaérobies qui se trouvent dans le vagin qui peuvent faire ça. Ou bien il y a des germes sexuellement transmissibles. Donc on va se baser sur ces choses pour parler de la prévention. Pour l'hygiène, nous devons savoir que le vagin de la femme se nettoie seul. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Le vagin se nettoie seul. Tout compte fait, la femme peut nettoyer la partie visible, la vulve. La vulve, il y a le clitoris, les petites lèvres, les grandes lèvres, il y a le méa urinaire parce que quand tu urines, tu fais sortir des germes aussi. On peut laver avec de l'eau. Mais chercher à mettre quelque chose dans le vagin, comme je l'ai dit, ça peut modifier les produits, tout ça, là, oui. Le pH du vagin. Et cette modification va entraîner une multiplication des germes, peut-être qui sont à l'intérieur, mais qui ne font rien.
Donc, la première chose, c'est l'hygiène. Comment faire l'hygiène? On n'a pas besoin d'introduire quelque chose dans le vagin. Ça se nettoie seul. Deuxième chose, c'est la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. Ou bien les germes sexuellement transmissibles comme les Neisseria, les chlamydia trachomatis. Ces germes, ça passe de quelqu'un à un autre. Je l'ai toujours dit plusieurs fois sur ce plateau, les germes ont toujours un père. C'est que ça vient toujours de quelqu'un. Oui. Ce quelqu'un-là, lui aussi, il a pris ça chez quelqu'un. Ce quelqu'un-là, ainsi de suite. C'est comme ça. Donc, si peut-être vous avez plusieurs partenaires, on peut utiliser des préservatifs au cours des rapports sexuels. Absolument. Si vous ne pouvez pas pratiquer une abstinence, vous pouvez utiliser des préservatifs. Ça peut protéger contre ces infections génitales, la multiplication ou bien la transmission de ces infections génitales. Le port des préservatifs au cours des... Éviter d'avoir de... Si tu sais que tu ne peux pas avoir un partenaire, il faut avoir un partenaire fixe, et s'il y a un problème, allez à l'hôpital, consulter. Donc, je peux dire, c'est plus les infections génitales, ce que je dis, je peux dire par rapport à la prévention, c'est ça. Bonne hygiène, éviter le multipartenariat ou bien porter les préservatifs, consulter quand il y a un problème, ou bien quand vous avez mal, quand vous avez un souci, des pertes bizarres, consultez. Au lieu d'aller à la pharmacie, je veux payer tel produit, et toi-même tu utilises, la plupart du temps en consultation, la femme a déjà utilisé plusieurs médicaments avant de se retrouver devant toi. Et là, quand tu la vois, maintenant que toi tu commences par réfléchir, qu'est-ce que je peux faire? Des fois c'est déjà un peu avancé, vu les conséquences que ça peut avoir, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'infertilité, par rapport à une grossesse extra-utérine, même au décès. Ouais. Donc c'est ce que je peux dire. Donc les médecins sont là pour vous, sont là pour nous. Donc, il ne faut pas, encore une fois, se soigner soi-même. Ça, c'est qu'on essaye d'éviter un maximum, surtout. Que peut-on retenir de tout ça, docteur? La maladie inflammatoire pelvienne, c'est une pathologie grave aussi. La principale complication, c'est l'infertilité. La principale complication. Aujourd'hui, c'est l'infertilité. C'est important. Une femme, au moins une fois dans l'année, je le dis toujours, je le répéterai, doit au moins voir un gynécologue pour un check-up. On n'a pas besoin d'avoir ces symptômes avant d'aller à l'hôpital. Une fois dans l'année, tu vas à l'hôpital, tu consultes, docteur, je n'ai rien, mais je suis juste venu voir. Parce qu'il y a des choses que moi je maîtrise, que toi tu ne maîtrises même pas. Parce que moi j'ai étudié ton appareil. Donc c'est ça. Consulter au moins une fois dans l'année. Une femme en activité génitale au moins doit consulter une fois dans l'année. Merci. Les frottis, aussi, c'est conseillé combien de fois dans l'année? Non, une fois. Une fois aussi, une fois. Dans l'année. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci d'être là quand on a besoin, parce que nous sommes là aussi pour la population, nous sommes là aussi pour parler des pathologies. Il y en a tellement, et puis on en découvre d'autres au fur et à mesure. Et c'est très passionnant. En tout cas, merci beaucoup et bravo pour tout ce que aussi vous faites. On aura aussi d'autres sujets à aborder ensemble, avec plaisir sur ce plateau, docteur. Pas de souci. Oui, merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Donc j'espère qu'on a vraiment répondu à vos questions. J'espère que vous avez aussi pris note des conseils, des consignes aussi. Et puis n'hésitez pas, dès que vous avez des douleurs, à aller consulter, au moins aller voir un généraliste d'abord, et après on vous orientera vers les spécialistes concernés selon le type de maladie que vous présentez. Un grand merci à vous qui nous suivez aussi tous les jours dans cette émission. Merci à notre partenaire Voltic. Merci à Fofo et à Messi à la régie. Merci à toute l'équipe technique qui sont dans l'ombre mais qui font du bon boulot. Merci Abdel. Et puis un grand merci à vous tous. Vous nous suivez de un peu partout. Merci. Heureuse année encore à vous. On se retrouve demain. Bye bye.